Bonsoir. 21e Coupe d'Afrique des Nations. Le chemin continue d'être tracé tranquillement par nos deux sélections. Hier, les garçons ont battu le Maroc et terminent à la première place. Les filles, on l'avait dit, ont terminé à la première place et vont jouer aujourd'hui pour les quarts de finale. Jeudi, journée de repos. Vendredi, ça va être la reprise avec les demi. Et samedi, la finale. On va analyser le parcours des Verts et le chemin qui leur reste avec le directeur technique national, M. Habib Khalefia. Bonsoir. Bonsoir. Et notre spécialiste, Saïd Lassed, journaliste au Jeune Indépendant. Bonsoir Saïd. Bonsoir Marc. Alors, on y va. Hier, les garçons ont remporté leur 5e match. 5 sur 5 face au Maroc. M. Habib Khalefia, ça n'a pas été un match facile. Alors qu'on pensait qu'après le premier quart d'heure, le plus dur avait été fait. Oui, effectivement, on a accusé, comment on va appeler ça? C'est-à-dire que dans le deuxième quart d'heure de la première mi-temps, on a senti un petit peu qu'il y avait un certain blocage au niveau de l'équipe, mais c'était beaucoup plus dû au raté parce qu'on pouvait tuer le match. Mais comment vous l'expliquez alors que tout marchait bien, la défense n'avait pas encaissé de but, puis subitement les Marocains ont pris la mesure de l'équipe algérienne. Effectivement, parce que c'était beaucoup plus dû, comme je l'ai dit tout à l'heure, au raté des joueurs, parce qu'effectivement, pendant cette période, on a accusé au moins 8 tirs de ratés et plus de 2 fautes techniques. Donc c'était à ce moment-là que les Marocains sont revenus à la marque et ils ont eu un peu plus de réussite que nous. C'est pour cela qu'ils ont équilibré un petit peu les choses. En revanche, la deuxième mi-temps, l'équipe a déroulé. Je pense qu'avec les instructions qu'a donné l'entraîneur, on a repris le match en main et on a su comment effectivement, c'est-à-dire prendre le meilleur. Prendre le meilleur sur la défense marocaine. Et je pense que ça a été fait. L'entame de seconde mi-temps a été superbe. A été à peu près la même chose que la première mi-temps. Avec notre Charbor au départ. Charbor et Bourmissi également. Bourmissi qui a fait pratiquement toute la deuxième mi-temps et ça a été la révélation de ce match. Avec un Rahim également qui a marqué des buts à mi-hauteur. Superbe, hein, ça, vraiment du talent. Rahim, en quelque sorte, il est constant dans son rendement et je pense qu'il est parmi les meilleurs demi-centres actuellement. Saïd Lassed, est-ce que vous pensez que sur ce match, l'entraîneur national, Reda Zeghili, a aligné son 7 majeur, ou bien non? Non, il préserve. Il est en train de faire tourner l'effectif. Du tout. On avait vu. Bon, d'abord, Algérie-Maroc, c'est un derby, il ne faut pas l'oublier. Les Marocains. Je vais revenir juste. Vous reviendrez à la question, mais juste avant. Vous pensez que c'était le premier match test, ou bien vous dites non? Oui, c'est le premier match, véritable test Coupe d'Afrique des Nations. Oui, parce que le Maroc, handball maghrébin, donc le Maghreb... ils ont fait des progrès, les Marocains. Ils ont fait des progrès par rapport aux équipes subsahariennes, sans offusquer, bien sûr, les performances des Angolais ou des Camerounais et des Congolais aussi, qui nous ont quand même douté un tout petit peu, 26-23. Donc hier, face au Maroc, moi je dirais que Reda Zeghili, quand même, n'a pas évolué, n'a pas fait rentrer le 7 majeur. C'était un 7 mineur, bien qu'il y avait Rahim, il y avait Boudrali, il y avait quand même, et comme l'a si bien dit Habib Khalefia, l'Algérie, hier, même avec Mokrani sur le banc de touche, même avec Sassi Boutif qui n'ont pas joué, même avec Omar Ben Ali, même avec Ayatollah Khomeini Hamoud qui n'a pas du tout joué, c'est-à-dire qu'il préserve un peu son effectif pour les matchs des demi-finales et de la finale, c'est bon signe. Mais moi je dirais que les Marocains, en égalisant à 11 partout, ils avaient tourné tout ce qu'ils avaient dans leur trip et ça nous a arrangé parce qu'en seconde période, le Maroc n'a marqué que 8 buts. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien en seconde mi-temps. Et comme tu l'as si bien dit, Mahammar, on attendait Sassi Boutif, on attendait Rahim qui était à la hauteur, et Bourmis Tarak nous sort comme ça un réserviste qui était sur la liste des réservistes. C'est vrai qu'il était réserviste pour Bourmis. Personne vraiment ne l'attendait à le voir jouer un match plein comme on l'a vu hier. Mais il a été sélectionné. Il y a eu un concours de circonstances, il faut le rappeler. Non, en dehors du fait qu'il y ait un concours de circonstances, c'est un joueur quand même qui a des qualités, que s'il a été retenu, parce que le poste où il évolue, lui, nous avons par exemple un Boltev, nous avons un Berkous, donc c'est des joueurs quand même qui sont confirmés par rapport à Bourmis, mais le fait de l'aligner à droite, c'est pas son poste habituel. Et c'est par rapport à ses qualités qu'il a donné tout ça à l'équipe. Ce qui offre à l'entraîneur national des solutions.
Beaucoup de solutions. Absolument, oui, on a vu des solutions. Et puis les Marocains, moi je l'avais dit hier, les Marocains en défense savaient que le danger ne venait que de Rahim, ils le connaissent très très bien. Et puis Rahim a joué le coup, il a été magnifique avec sa mobilité de poste. Il a joué en demi-centre, il donne la balle à Berkous, il se place en second pivot avec Kabash et Hicham. Ça a dérouté quelque peu le système défensif des Marocains. C'était bon signe, c'était là le 7-1 qu'on avait fait. Parce que le coach marocain Bouhadioui avait demandé un temps mort. Et le Maroc n'avait marqué le premier but qu'à la 14e minute de jeu. Pratiquement le premier quart d'heure. Premier quart d'heure, le Maroc qui ne marque pas. Bon, après, on a vu notre équipe marocaine qui termine la mi-temps 11-11. On ne va pas refaire le match, mais on va rester parce qu'il faut se projeter toujours sur le quart de finale, demi et, Inch'Allah, la finale. Pour Reda Zeghili, son équipe prend de la confiance. En termes sur les automatismes, ça travaille mieux. Il a des solutions de rechange. Je pense que ces 5 premiers matchs, et vous allez nous le dire, ces 5 premiers matchs lui ont servi et lui servent dans sa préparation de cette deuxième partie de tournoi. Ah oui, effectivement, puisque l'équipe elle monte en puissance match après match. Maintenant, il y a des trucs qu'il faut réguler au niveau de l'équipe pour la suite de la compétition. Mais je pense qu'on a vu des fois, parfois, je ne dirais pas du déchet dans le jeu. Les duels, des fois on les gagne pas, les face-à-face avec le gardien, on rate des fois des choses qui paraissent simples. Mais tout ça, ça revient aussi à la préparation de l'équipe. Parce que n'oublions pas que la prise en main de l'équipe ne s'est faite qu'à partir du 26 octobre. Donc tout ça, on l'a dit, et c'est pas pour trouver des excuses. Non, pour dédouaner d'ailleurs, voilà, Zeghili le reconnaît. Mais je pense que à partir de là, notre équipe, quand même, elle a donné un visage. Il y a quelque chose qu'il faut bien saisir, c'est la prise de conscience de nos joueurs. Si vous avez vu le match d'avant-hier, on avait en face de nous l'équipe du Congo Brazzaville. C'était vraiment pas une équipe, mais on a vu comment les joueurs ont pris le match au sérieux avec un niveau de concentration très élevé, et ça a dénoté un petit peu le niveau de conscience avec lequel les joueurs prennent les matchs, et ils savent la responsabilité qu'ils ont. Donc je pense tous ces paramètres. Sur le match d'hier, parmi les enseignements qu'on doit tirer, c'est que l'équipe ne baisse pas les bras. 11-11 à la mi-temps, ils sont bien revenus sur la seconde mi-temps. Je parlais de tout ça, c'est pour la force de caractère de notre équipe. Donc je pense qu'aller en finale était un de nos objectifs. Donc on le fait de façon bonne, ou bien de façon... avec une maîtrise en quelque sorte de tous nos adversaires. Reda a sermonné l'équipe à la mi-temps ou Effectivement, c'est normal. Il faut toujours remettre l'équipe sur rail. En dehors du fait de les sermonner, il faut leur donner les solutions tactiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu avoir. Maintenant, il avait parlé un petit peu du jeu, de jouer sur les extérieurs. Et il y avait aussi le phénomène de rater des joueurs. Donc, il est lié peut-être à la concentration, peut-être il est lié au phénomène de pression, parce que l'équipe marocaine, elle est revenue quand elle marquait et nous, on ne marquait pas. Donc, elle avait pris peut-être un petit ascendant psychologique à un moment donné, et c'est ce qui a fait qu'on a perdu un petit peu le contrôle chez les joueurs, le contrôle de leur faculté mentale. Mais une fois la pause citron, donc tout est rentré dans l'ordre, et on est quand même arrivé à les remettre à leur place et de montrer la différence de niveau. Et puis hier, M. Khalifia, on vous a vu regarder le match attentivement, Cameroun-Sénégal. Vous prenez avec beaucoup de précaution le Sénégal. Ah oui, bien sûr, on ne doit pas... On a tendance à penser que c'est qu'une formalité. Pourquoi on parle du Sénégal? Rappelons aux téléspectateurs que l'Algérie, au moment où on vous parle, joue contre l'équipe sénégalaise son quart de finale. Alors on a tendance à penser que ça ne sera qu'une formalité. Vous dites non? Effectivement, c'est ce qui se pense dehors, mais théoriquement, aucun match n'est gagné. Il ne sera gagné que sur le terrain. Donc il faut prendre toutes les équipes au sérieux et les préparer comme il se doit, parce qu'il faut mettre aussi les joueurs dans une situation de gagner ces matchs-là, et parce que la clé aussi des demi-finales, c'est ce match, quel que soit l'adversaire. Alors, Saïd Lasset également, ce que je retiens, c'est que les leaders, Boudrali, Laban, le gardien Slahji, jouent pleinement leur rôle. On les a vus dans la difficulté. Quand l'équipe était dans la difficulté, eh bien, aller parler, guider cette équipe pour justement ne pas faire que les joueurs ne doutent pas.
Ben, c'est la raison pour laquelle j'avais dit qu'au départ, Al-Azghili n'a pas aligné un 7 majeur. Il y a toujours 2 ou 3 colonnes vertébrales, 2 ou 3 pièces maîtresses dans le jeu. Et tu l'as si bien cité, Ammar, Hicham Boudrali, Slahji. Et puis il y a aussi Hicham Kaabash qui joue un rôle déterminant en défense. Moi je crois que c'est l'ossature, c'est les pionniers qui couvrent l'amalgame, les 7 sur le terrain. D'où on avait quand même remarqué qu'il y a eu des ratages. Par exemple, les 2 contre-attaques, Boudrali avait raté un ratage face au gardien. Écoutez, circonstances atténuantes, 10 000 spectateurs, match particulier. Il faut se faire à sa place parce qu'il n'a pas l'habitude de se retrouver en contre-attaque et d'aller vers le gardien et de planquer le but. Et c'est tout à fait normal. Donc un carton vert pour Boudrali. Non, mais il a raison de dire les 10 000 spectateurs hier, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais ce public, 10 000 spectateurs. Alors attendez, les téléspectateurs, eux, ont suivi la rencontre. Il y avait 10 000 spectateurs dans la salle, mais il y en avait autant à l'extérieur. L'événement, la 21e Coupe d'Afrique des Nations, draine du monde. C'est vrai que pour les joueurs qui ne jouent jamais devant une salle aussi pleine, ça doit par moment être peut-être un facteur bloquant. Oui, peut-être un facteur bloquant, mais à partir, c'est au niveau du départ, c'est-à-dire au niveau du track, au début du match, mais par la suite, ils vont se libérer et puis le public ne sera que d'un apport encore supplémentaire. Il était merveilleux. Et je pense que le public les a portés très haut et c'est le public qui les booste finalement pour aller chercher cette victoire et aller la chercher de fort belle manière aussi. Alors, les filles sont en quart de finale, elles vont jouer la Guinée. Les garçons vont jouer le Sénégal pour une place en demi. La Guinée, je vais rester sur le Sénégal. Aujourd'hui, pour vous, l'entraîneur national va également faire tourner son équipe contre le Sénégal? Oui, c'est sûr. Mais de toute façon, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans les différents matchs, beaucoup de joueurs ont évolué. Il a fait aussi tourner ses joueurs, sauf c'était même les gardiens. Oui, même les gardiens. Mais même le match, c'est le seul match où il a maintenu une certaine équipe. C'était contre la RDC du Congo. Elle nous a causé des problèmes en deuxième mi-temps, mais je pense que c'est pas la première fois. Donc c'était une équipe qu'il fallait prendre au sérieux, parce qu'ils sont arrivés à battre l'Angola, je crois, avant-hier. Oui. Donc c'était le seul match où l'entraîneur a maintenu une certaine ossature pendant une durée aussi longue du match. Mais par la suite, je pense qu'il a fait tourner tous les joueurs. C'est-à-dire l'objectif de l'entraîneur national, du staff technique, des joueurs, c'est d'amener les joueurs à être au mieux de leur forme le jour J, la finale. Eh ben oui, c'est aussi parce que la voie est toute tracée, il ne faut pas se mentir aussi. Elle est toute tracée, mais il faut savoir aussi répartir la répartition de l'effort. Voilà, de l'effort sur toutes ces rencontres, parce qu'il y a aussi le nombre de compétitions qu'il faut bien gérer, le nombre de matchs qu'il faut gérer, et je pense qu'on arrivera en finale, et c'est un de nos objectifs. Saïd Lasset, quand on voit l'équipe hier, par exemple un Chahboul ou d'autres joueurs, on a cité le numéro 15, Bourmis, on peut citer d'autres. L'équipe, ils sont en train de prendre confiance et puis on le voit dans leur volume de jeu, eh bien, chaque match en train de s'améliorer. Oui, bien sûr, l'importance vient lorsque un joueur ne joue pas, c'est important. À titre d'exemple, hier, par exemple, Mokrani était sur le banc de touche, il regardait le match à partir du banc de touche. C'est une autre vision qu'il a une fois qu'il sera sur le terrain. Il est en train de se préparer mentalement, moralement, au match décisif. Quand je dis décisif, c'est demi-finale et finale. Je cite le cas de Mokrani, il y a aussi Sassi Boltif. Il y a aussi Ayatollah Khomeini, il y a aussi Ben Ali, il y a aussi d'autres joueurs qui sont sur le banc de touche. Et là, ce qui est bien pour Reda Azghili, pour le staff technique, pour nous, Algérie, c'est que Reda, l'équipe Tana, a les solutions et puis on récupère des joueurs importants. Par exemple, hier, on a beau voir Mokrani se lever, faire des échauffements. Moi, je pensais qu'il allait rentrer. Oui, moi aussi. Et puis là, parce que Reda voit que sur le terrain, il y a la valeur intrinsèque, l'efficacité des joueurs répond, il y a du répondant. Donc, Mokrani, c'est très très bien. Il faut faire une balance. Et puis, comme dit Habib, l'effort, c'est très important à gérer. La Tunisie, à travers sa victoire hier contre l'Égypte, a montré qu'elle était au-dessus du lot. Enfin, si on veut, mais en un match, tout est possible. Hein, parce qu'on l'a vu, cette équipe, elle joue juste. Elle sort du lot. Elle a de la qualité sur le plan collectif. Intrinsèquement, les joueurs également sont d'un très haut niveau. C'est pour ça que je vous pose la question.
Ah, parce qu'il y a aussi le fait que c'est une équipe qui se prépare de façon meilleure que nous, parce qu'elle rencontre aussi des équipes ou bien des pays d'un autre calibre, et ça ne fait qu'avantager leurs joueurs, et ils s'aguerrissent, et il y a d'autres paramètres aussi qui rentrent en jeu, que eux, il expérimente, que nous n'avions pas l'occasion avec des équipes modestes comme nous l'avions fait. Mais je pense que sur un match, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est possible. Et d'ici là... Quelle impression vous avez regardé le match, Tunisie? Oui, j'ai regardé le match. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette équipe de Tunisie? La seule chose qui m'impressionne, c'est leur pivot, parce qu'il faut penser à l'arrêter, parce que je pense que les autres joueurs, on peut jouer d'égal à égal avec eux, mais maintenant, la supériorité qui peut exister, c'est au niveau du pivot, et je pense qu'un seul joueur, par rapport au système de jeu que nous allons utiliser, ou qui sera utilisé, c'est difficile qu'un seul joueur puisse le maîtriser. Je parle de Issam Tej. J'ai compris, ce qui veut dire qu'en d'autres termes, quand vous dites ça, il faudra trouver la solution comment bloquer le pivot. Ah bah oui, mais dans le même temps, si vous mettez 2 joueurs ou 3, vous libérez les espaces de l'autre côté. Non, je parle de la couverture. La couverture, ouais. Voilà, parce que quand on joue, il y a toujours une relation entre des joueurs avancés, des joueurs numéro 2 et avancés. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut trouver la solution qu'il faut. Et puis, il y a des arrières comme Jalouse, par exemple, qui joue Akil ou Gherbi ou encore Banour, je crois que c'est une équipe complète. Ils ont aussi un bon coach qui le récupère aussi. Qui est revenu aux affaires. Donc la Tunisie, enfin, sur le papier, moi je dis bien sur le papier, c'est l'équipe favorite du tournoi. Non, mais au départ, on a dit qu'actuellement, la Tunisie, elle est Elle est au-dessus du lot. Ah ben voilà, vous répondez à la question, franchement, directement. On l'a tout le temps dit, mais j'ai dit qu'en un seul match, tout est possible. Sur un match. Tout est lié à ce qu'on a pu visualiser et à la manière avec laquelle l'équipe elle va rentrer. Et si jamais ça marchera, parce que si ça marchera, ça veut dire que ça va créer un certain blocage au niveau de l'adversaire. Et s'il n'arrive pas à trouver les solutions, ça va nous mettre encore davantage en confiance. Oui. Et si on rentre avec l'esprit conquérant, avec aucun complexe, moi je pense que ce sera une autre paire de manches. On était en poule. Oui. Alors maintenant, on va passer à des matchs en élimination directe. Ça change quelque peu. Même la préparation du match diffère. Moi, je voudrais rester avec vous sur cette première partie. Qu'est-ce que vous retenez? Je ne parle pas que de l'Algérie, du tournoi. Est-ce qu'il y a une équipe, des joueurs, des stratégies qui peut-être ont marqué, ou bien vous dites non? Ça dépend des matchs. Par exemple, comme le match, celui d'hier, la Tunisie et l'Égypte, je pense que nous avons assisté à un match de haut niveau et on a vu réellement les Tunisiens expérimenter un certain nombre de stratégies dans le jeu. Parce qu'il n'y a pas seulement les systèmes, il y a aussi les interactions entre différents joueurs. Pour l'observateur, il voit réellement qu'est-ce qui est en train. Voilà, il sait très bien qu'est-ce qui est en train de se dérouler au niveau de l'équipe tunisienne. Par contre, l'équipe égyptienne, elle a montré des limites à ce niveau. Et c'est pour cela qu'il faut parler à ce niveau et à ce stade avec élimination directe de stratégie beaucoup plus que de tactique de jeu. Vous parlez des messieurs, chez les dames? Chez les dames, moi je pense que l'Angola et la Tunisie actuellement, elles sont les meilleures équipes et je pense que l'Algérie, elle sera dans le lot. Parce que quand même, nous avons une équipe, quoi que l'on dise, parce que le dernier match contre l'équipe du Congo, contre laquelle, juste au championnat d'Afrique d'avant au Maroc, nous avions perdu par 9 ou 10 buts d'écart. Oui. Contre cette même équipe. Alors qu'aujourd'hui, on bat avec 7 buts. Je pense que c'est réellement... Thierry de l'Assiette, ça veut dire qu'on est mauvaise langue quand on dit que les Congolais ont caché leur jeu. Ouais, mais c'est normal. Les Congolaises, plutôt. Les Congolaises. Même aussi, les Tunisiennes n'ont pas joué contre les Angolaises. Il y avait d'après les échos que nous avons eus du côté de la Coupole, il y avait Mouna Chebah qui n'a pas joué du tout. Elle était sûrement touche pendant 60 minutes. Rajatoumi, Ashraf la gardienne. Je pense qu'ils sont en train... Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que moi, je souhaiterais une finale Algérie-Tunisie aussi bien chez les dames que chez les hommes. Pourquoi? Parce que ce serait intéressant de voir Mokrani qui joue à Dunkerque en face Touati qui joue à Dunkerque. Et chez les filles, nous aurons Titou Souhet en face de Nesrine Daoula qui joue toutes les deux à Lille. Ce serait magnifique. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Oui, et maintenant reste le terrain. Le terrain, ça, c'est une toute autre affaire. Alors, chez les filles, par exemple, la Guinée, on attendait les Guinéennes, qu'on retrouve à ce stade de la compétition, c'est une surprise, non?
Non, je pense que c'est dans la logique des choses, puisqu'on a vu les matchs, et quand même c'est une équipe qui mérite d'être parmi les quatre équipes, il y en a pas plus. Mais je pense que notre équipe elle a, si on veut, ce qu'il faut, elle a les armes qu'il faut pour arrêter cette équipe et nous placer, Inch'Allah, en pole position pour aller en finale. C'est le néophyte, parce que la Guinée a remplacé la Côte d'Ivoire. Et le grand absent de cette compétition, c'est les Ivoiriens. C'est l'ami fidèle du handball africain. Donc il y a des problèmes au niveau de la fédération ivoirienne de handball. C'est la raison pour laquelle ils sont absents. Ils devaient être présents chez les filles. Et là, elles ont désisté au dernier moment. Donc la Guinée a remplacé la Côte d'Ivoire. C'est le néophyte, c'est le petit poussé. Mais toujours est-il, il faut prendre ça très au sérieux. Oui, parce que sûr, c'est un match sur le terrain. Parce que c'est une gestion de tournoi également, on l'a vu. Gérer le tournoi, c'est chaque jour un match, seulement 2 jours de repos. C'est le physiquement, le système de compétition, il faut physiquement être au point. Hein. Non, mais la préparation... Mentalement et physiquement. La préparation, elle dépend du système de compétition. On ne peut pas faire une préparation qui ne sera pas en adéquation avec le système de compétition. Donc ça, c'est les données méthodologiques de l'entraînement. Donc tout ça se fait. C'est pour ça que je reviens à chaque fois pour notre équipe masculine. Parce que si vous l'avez su, je suis sûr, c'est que, par exemple, il y a des joueurs que nous avons récupérés qu'au mois de janvier, c'est-à-dire au dernier stage. Par exemple, Shentout, qui n'est venu que 10 jours avant le début de la compétition, c'est-à-dire au dernier stage. Et Mokrani, qui évolue en Norvège. En Norvège. Et Mokrani aussi, qui avait avec Rahim les 2 matchs, le 22 et le 23. Donc, nous les avons récupérés. Et donc, cette équipe, elle n'a pas eu, je veux dire, de matchs avec des équipes nationales. Ils étaient en stage en Hongrie. Non, en Hongrie, ils n'étaient pas quand on a joué contre la Roumanie. Non, je ne parle pas des joueurs. Je ne parle pas de ces joueurs que vous venez de citer. Je parle du reste du groupe qui était en stage en Hongrie. Ils étaient en Hongrie. Après, ils les ont rejoints, d'où la difficulté. Parce que rappelons qu'il y a également la Coupe d'Europe qui se déroule au même moment, la Coupe d'Europe des Nations, ou le Championnat d'Europe des Nations, et championnat asiatique, championnat d'Asie également, des nations qui se déroule au Bahreïn. Vous restez avec nous parce que sur la deuxième partie, on va revenir avec vous en tant que directeur technique. Qu'est-ce que vous attendez l'après-Coupe d'Afrique des Nations? Et là également, c'est un débat des plus intéressants. Habib Khelaifi, deuxième partie de l'émission avec Saïd Lasset. Je rappelle, vous êtes le directeur technique national. La 21e Coupe d'Afrique des Nations va se terminer ce samedi. Le rideau tombera. Et après la Coupe d'Afrique des Nations, le handball national, est-ce que cette Coupe d'Afrique des Nations peut être le déclic pour la relance de la discipline? Eh bien oui, normalement, ça devrait relancer ces disciplines. Il n'y a qu'à voir avec la réconciliation du public, avec la petite balle. Mais ce qui est intéressant et ce qui doit se faire, c'est d'abord au niveau des clubs. Parce que dans un premier temps, il faut que les clubs soient structurés et qu'il faut avoir un nombre réduit qu'à celui que nous avons maintenant, parce que les clubs ne sont pas structurés. Et cette structure, nous l'avions avant lors de la réforme sportive de 1976, et maintenant elle n'existe plus. Donc il faut revoir ça au niveau des clubs. Et dans un second temps, il faut normaliser les structures fonctionnelles de la fédération qui n'existaient pas à un moment donné, la direction du développement, des jeunes talents, de la formation, et puis la direction technique nationale avec des DEN. Et puis dernièrement, après avoir pris mes fonctions, j'ai fait un appel d'offres à candidature pour pouvoir les différents postes et des structures de la fédération et des différents postes d'entraîneurs des différentes catégories. Et ça ne tardera pas à se faire puisque nous avons des échéances très proches telles que la Coupe d'Afrique des Nations concernant les U19 et les U21. Pour ce qui concerne les U19, c'est l'équipe des U17 qui a été reconduite avec le même staff technique que nous avons renforcé parce que je n'ai pas eu le temps de mettre. C'est-à-dire vous travaillez dans l'urgence. Voilà, c'était dans l'urgence, il fallait pallier à tout ça. Donc tout ça s'est fait dans un premier temps, mais à partir du mois de février, juste après le bilan de la Coupe d'Afrique, eh ben, on se projettera sur 2 années, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On aura tout planifié concernant les différentes catégories, surtout pour les A, parce que si on arrivera, et puis il y a aussi le nerf de tout ça, c'est le côté financier, c'est comment financer tout cela. Juste Saïd Lasset, je voudrais insister sur un point. Pour avoir une compétition forte, je dis bien au niveau national, bon, aujourd'hui on est avec 29 clubs, oui. C'est une absurdité, tout le monde s'accorde à le dire. Pour avoir une compétition forte, des clubs forts, que la décantation puisse s'opérer, on doit avoir un championnat à combien de clubs?
En ce qui me concerne, et c'est pour le truc que je milite... Là, vous parlez en tant que directeur technique. Oui, en tant que directeur technique, mais vous savez qu'il y a une réglementation au niveau de l'Assemblée générale qui est souveraine, elle, de voter le nombre d'équipes et le système de compétition, alors que tout cela, normalement, il relève du côté technique de la fédération, mais du collège technique. Mais actuellement... Enlevant la championnite, enlevons quand je dis de regarder juste devant sa porte, pensons handball national et intérêt du handball national. Si on pense handball national, moi je pense qu'au maximum c'est 10 équipes. Maximum. Ah oui, maximum c'est 10 équipes, même 12 équipes. Bon, peut-être dans un premier temps, effectivement, mais par la suite il faut avoir 10 équipes parce que pour avoir des équipes de niveau plus ou moins qui se rapprochent, et c'est à ce moment-là qu'on pourra avoir une compétition forte et permettre aux joueurs de progresser, permettre aussi aux entraîneurs de progresser, eux aussi, des dirigeants de progresser. Parce qu'il va y avoir des objectifs à chaque fois, il va y avoir en quelque sorte, cette compétition va permettre à tout le monde de se remettre en question et de voir comment évoluer, faire progresser son équipe. Est-ce que cette idée est partagée dans le monde du hand? Ou bien vous êtes Don Quichotte? Vous y allez seul? Non. Elle est partagée, mais elle n'est pas partagée avec tout le monde. Parce que les équipes, par exemple, qui espèrent jouer les premiers, les équipes qui veulent progresser, elles partagent ce point de vue. Mais les autres équipes, parce qu'il y a une autre mentalité quand même qui est venue se greffer au niveau du comportement de tous ces dirigeants-là. Parce qu'avant, quand il y avait de bons joueurs, on les donnait aux équipes de la nationale, c'est-à-dire de la Super League. Et maintenant, tout le monde il se dit qu'avec 2 joueurs, moi, je peux évoluer en Super League. Et c'est tout à fait contradictoire au niveau, si on veut, de la réflexion pour la performance. Ça, il l'a. Vous parlez maintenant, vous avez dit collège technique. Ouais. Très intéressant comme volet. Vous êtes prêt à le relancer? Parce que oui, c'est normal. Je pense que c'est un truc pas seulement organique, mais c'est inéluctable parce qu'il faut revenir à tout cela, parce que les propositions émanent de tout cela, parce qu'on peut avoir des idées et puis il faut les confronter à d'autres et puis sortir avec le meilleur qui puisse faire évoluer notre discipline et élever ce niveau. Le collège technique verra le jour dans combien de temps? Est-ce que vous avez un calendrier? Ah bah oui, effectivement, on avait un calendrier, mais c'était... Moi, je parle après la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on met la Coupe d'Afrique des Nations de côté. Pour les prochains mois qui arrivent. Ah bah oui, c'est Vous avez un calendrier. Par exemple, collège technique, vous êtes fixé quelle date? C'est à partir du mois de février. À partir du mois de février, installation du collège technique. Du collège technique national, avec toutes les prérogatives qu'il doit avoir et avec toutes les propositions qui peuvent émaner de ce collège technique. Et il regroupera tous les entraîneurs. Merci d'avoir devancé ma question. Il va regrouper qui? Bon, collège technique, on l'a compris, les techniciens. Il y a tous les... Mais les techniciens de tous bords ou simplement ceux qui sont en exercice? Non, on va ramener les techniciens de tous bords, parce qu'on a besoin de tout le monde. Même ceux qui ne le sont plus, ils ont toujours des idées, ils sont toujours à la page, parce qu'ils peuvent toujours nous aider dans la concrétisation, parce que l'objectif principal, c'est l'Algérie. L'objectif principal, c'est d'élever le niveau. Et élever le niveau, tout ça va se répercuter sur les différentes équipes nationales. Donc c'est dans ce sens que notre démarche, elle veut élargir, si on veut, le truc, même celui de réflexion, parce que tout le monde est concerné. Tous les acteurs, pas seulement qui sont actifs actuellement, mais même ceux qui sont en dehors, ils ont leur mot à dire aussi. Je voudrais également insister sur le fait que et Saïd Lasset était là pour en témoigner, tous ceux qui sont passés, les techniciens, présidents de club, sur ce plateau, tous à l'unanimité disent mais on a occulté la formation. Est-ce que le directeur technique national dit aujourd'hui, justement, l'une des grandes batailles, c'est de revenir aux fondamentaux, à savoir la formation, et d'emmener les clubs sur ce terrain? Mais j'ai dit ça tout à l'heure, j'ai dit que les clubs ne sont pas structurés. Ah ouais, mais on l'a pas compris. Quand vous dites structuré, nous, on l'a compris sur le plan administratif, par exemple. Oui, mais ça commence par l'administration. Quand vous avez un club qui n'a pas, par exemple, de fax, et il va dans un taxiphone pour amener son fax, et vous appelez ça un club qui puisse après former, faire... Et il n'a même pas un fax. Je pense que ce misérabilisme ne peut pas... mais monsieur le directeur technique national, oui. Quand je parle de formation, c'est aujourd'hui avec cette 21e Coupe d'Afrique des Nations, elle doit provoquer le déclic à quel niveau? Par exemple, l'augmentation du nombre de licenciés. Par exemple, création d'écoles de handball. Par exemple, aller vers le scolaire pour justement amener les enfants, quand je dis les enfants, de tout sexe, filles, garçons, vers cette discipline qu'est le handball. C'est ça.
Oui, mais moi j'ai une autre vision. Moi je pense que l'école, ça a été dans un temps, dans un temps bien révolu. Sinon, d'où vous amenez les... Ah bah oui, il y a les écoles aussi. Maintenant, il y a les écoles qui font. Et je pense que... je parle bien sûr de l'école de handball. C'est ce que je vous dis, les écoles de handball. Oui, les écoles de handball. Il faut qu'on arrive à tout cela. Mais quand j'ai parlé tout à l'heure de structurer, c'est par rapport à tout ça. Parce que la formation ne peut pas venir si le club n'est pas structuré et qui n'a pas tous ces phénomènes bien Aujourd'hui, établis. vous êtes d'accord pour dire, on établit le constat, il y a un vide à ce niveau-là? Ah oui, bien, il y a un vide, d'accord. Donc tout est à refaire. Ah oui, bien sûr que tout est à refaire. Mais le nerf de tout ça, c'est que les clubs n'ont pas de moyens, c'est ça. Il faut voir la réalité. Maintenant, il faut qu'il y ait une politique qui permet, comme ce qui a été fait pour le football, parce que je pense que le handball, c'est une discipline qui peut... elle l'a fait par le passé. Et je pense, au niveau des sports collectifs, c'est la seule discipline qui peut être championne du monde et qui peut être sur le podium aux Jeux Olympiques. Et c'est pas seulement mon avis, peut-être en tant qu'ancien handballeur où je suis à la tête, mais je pense que... On sera encore vivant? Ah bah pourquoi pas? Je sais pas, je pose la question. Et il y a vu où on est aujourd'hui, il faut attendre 10 ans. Peut-être, pourquoi pas? Ou 20 ans, encore plus. Non, peut-être beaucoup moins, pourquoi pas? Parce que je pense qu'actuellement, avec les moyens de bord et avec une préparation, on peut dire même escamotée, et l'équipe, elle arrive à donner un visage plus ou moins... Quand vous dites les moyens, est-ce que également c'est pas sensibilisé à travers les pouvoirs publics, les collectivités locales, pour une utilisation rationnelle de l'aspect financier? Je m'explique. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 5 clubs de hand à Constantine? Pourquoi pas un seul club est fort? Oui, bien sûr, mais ça, j'ai parlé de la mentalité. Mais maintenant, pour avoir, comme tu viens de le dire, ça doit se généraliser sur toutes, je veux dire, sur les deux sexes. Hommes moi, je parle filles et garçons, sans voilà, distinction. Hein. C'est dans les deux. Parce que maintenant, on se retrouve, par exemple, avec une métropole comme Annaba, Constantine et Oran qui n'ont pas d'équipe, alors que je pense que les potentiels existent dans ces villes-là. Et hier, ils étaient des pourvoyeurs de l'équipe nationale et maintenant, ils n'existent plus. Alors que je pense, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les pouvoirs publics pour pouvoir aider, parce que je pense que les techniciens existent. C'est-à-dire, généralement, les APC et les Wally préfèrent avoir une équipe de foot. C'est beaucoup plus visible en termes de visibilité, d'exposition, qu'une équipe de hand. Mais c'est aussi le rôle des équipes d'APC, c'est beaucoup plus le sport de masse que le sport de performance ou le sport d'élite. Donc il faut distinguer entre les deux. Il y a un distinguo à faire. Hein, voilà, c'est ça. Il faut le faire maintenant que la mairie, elle s'occupe de la massification et que l'élite aussi, c'est la crème, donc c'est la pyramide. C'est à partir de là. La massification existe au niveau de l'élite. Je reviens sur les 5 formations de Constantine. Elles sont 5 équipes. Elles sont toutes élitistes. Il y a 100 handballeuses. Il n'y a aucune qui joue en équipe nationale. Oui. Alors dites-moi, est-ce que c'est la massification ou bien? Non, ça c'est la massification, parce que normalement ces équipes-là, maintenant on a inversé la pyramide, parce que tout le monde est au niveau des garçons, il n'y a plus rien en bas. Donc c'est pour ça, quand j'ai parlé de la pyramide, j'ai dit que les APCO s'occupent de la massification et l'élite, elle, de l'élite et éventuellement de la performance de haut niveau. L'exemple, c'est le bon exemple, Constantine. 5 clubs, 100 handballeuses, aucune en équipe nationale. Ça veut dire qu'on devrait entamer une réflexion pour la rationalisation des moyens, pour permettre un développement de la discipline, pour une relance de la discipline. Est-ce que le directeur technique national, avec alors l'organisation technique, je pense qu'il y a des DTR également au niveau des régions, est-ce que justement, à ce niveau-là, il y a un travail qui est fait pour sensibiliser, pour changer la donne? Parce que les DTR, l'impression que ça nous donne, ou les DTUI, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, les DTUI, ils sont dans un bureau, ils se pointent à 10h, ils partent à 11h, mais sans rien d'autre. Ils sont complètement oubliés. Non, ce n'est pas qu'ils sont complètement oubliés. Imaginez par exemple un DTU ou un DTR qui veut créer les différentes catégories au niveau de sa région, au niveau de sa wilaya, et qu'il a besoin de moyens pour par exemple leur faire des stages et faire des compétitions, et qui se voit confronté à ce problème insoluble. Est-ce que c'est le DTR ou bien le DTUI? C'est toute la politique qui est remise en cause, parce que finalement, il n'y a pas de politique dans ce sens. Donc, il faut revoir tout ça. C'est ce qui est dans l'objectif de la fédération, c'est-à-dire dans la visée de la fédération concernant tout cela. Il faut qu'on fasse redémarrer
tous ces trucs. Et c'est à partir de là qu'on va alimenter les différentes équipes nationales. C'est à partir de la wilaya, de la région et ensuite sur le plan national. Et je pense qu'il y a un exemple édifiant, c'est le centre de Sétif, le truc olympique de Sétif, comme le centre de préparation pour l'élite. Voilà, c'est ça, de Sétif, le lycée sportif. Donc on va essayer de généraliser tout ça, comme ça toutes les régions vont avoir leur sélection à ce niveau et se préparer à ce niveau pour ensuite accéder au truc national qui leur permettra aussi d'aller en A. Ce qui est important, parce qu'à l'inverse de Constantine, il y a une commune, un petit village qui s'appelle Ouzilegen, en filles, qui c'est un pourvoyeur de joueuses. Tizina Bila, elle est aujourd'hui en France. Iberaken, elle est à Albière. Aït Ahmed qui s'est blessé. Souhila Benaïcha. Et j'en passe et j'en passe. Pourquoi on peut pas... Mais l'exemple... Alors là, c'est très bien que vous puissiez donner cet exemple. Ça reste la volonté des hommes. Ils ont un président qui a tout fait pour hisser, justement, le président d'Ouzilegen. Il a travaillé, il est sur le terrain constamment, il tente de mobiliser des moyens pour permettre à son club de briller et de travailler en profondeur. On revient à la volonté des hommes. La volonté des hommes, et puis il y a des traditions dans le sport féminin dans cette région, donc ça a en quelque sorte aidé à promouvoir cette discipline, surtout là-bas, mais aussi, comme tu viens de le dire, Mahmoud Djabor, c'est la volonté des gens aussi. On ne peut pas occulter tout ça, parce que tout à l'heure, quand je parlais de structure et tout, et on doit parler aussi des compétences. Donc c'est ça, et les compétences, elles sont animées d'une très grande volonté, parce qu'on veut réussir, on veut aller de l'avant, donc, et c'est très important. Vous avez eu l'occasion de travailler dans le sud algérien, dans les équipes. Oui. Et il est comment là-bas le handball, au sud? Il y a du potentiel, vous dites non? Des potentialités, elle existe. Je pense qu'elle est avec l'équipe d'El-Oued, où j'ai travaillé pendant 4 années. Je pense que c'est une équipe qui, au fil du temps, a démontré, puisqu'elle était parmi les 4 premières équipes, et elle a animé la finale du championnat d'Algérie. Ça fait 2 ans de cela. Donc ça existe, mais eux aussi sont confrontés à ces problèmes, surtout que de déplacement. Une équipe de l'Oued qui est tout le temps en déplacement minimum avec 750 kilomètres et je pense que sur le plan, récupération, c'est très difficile. Et il y a aussi le côté financier ou bien le côté matériel qui leur fait défaut. Donc, On a pris le Sud. Pour vous, la carte, les pôles de développement, on les connaît en Algérie. On sait où se trouvent les pôles de développement pour le handball. Ben oui, on les connaît, mais Oran aussi c'était un pôle, Annaba aussi c'était un pôle. Oran c'est complètement éteint. Voilà, c'est Annaba aussi. Le dernier joueur de Annaba, je pense que c'est l'actuel capitaine de l'équipe nationale. C'est Boudrali. Vous parlez de l'Oranie et vous parlez de Skigla. Et l'Algérois. De Annaba. De Annaba, Skigla, oui, c'est un vivier. Skigla, c'est un vivier. Et même l'Algérois. Où est le net? Où est le Nadit? Oui, effectivement, j'ai parlé de cela. Où est Ruiba? Non, mais à Alger, au moins, il y a des équipes qui existent. Oui. Mais au Oran, Annaba, il n'y a plus d'équipes au niveau de la nationale et depuis très longtemps. C'est inquiétant. Bien sûr que c'est inquiétant. C'est un des objectifs de la fédération. J'ai dit, c'est pas normal une métropole comme Oran, Annaba et Constantine qui n'ont pas de grandes équipes, ils n'ont pas de centre de formation. C'est pas normal. Il n'y a pas de passionnés de hand à Annaba? Il y a des passionnés, mais maintenant... Ils n'arrivent pas à mobiliser les moyens? C'est pas une préoccupation majeure? Il n'y a que le foot? Eh bien oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé dans ces villes-là, puisque le foot a tout bouffé. C'est pour ça, peut-être, je dis bien, c'est pas pour décourager les gens. Peut-être c'est pour cela qu'avec un minimum, on pouvait monter une équipe féminine. C'est un club. Voilà. Et pour les garçons, c'est encore plus difficile. C'est bien, c'est un club, mais il vaut mieux concentrer les moyens sur un seul club, regrouper tous ces moyens pour avoir un club. Mais tout ça, il faut voir la mentalité des présidents de club aussi. Parce que tout le monde veut être membre de la fédération algérienne, tout le monde veut être membre de... Mais c'est ce que toi, tu es en train de dire ou de penser, mais ils ne pensent pas comme toi, ils ne pensent pas comme ça. Mais on doit penser handball national toujours. Et handball national, c'est comme... Si tu vas lui poser la question, il te dit, moi aussi, je pense handball national. Donc, on accepte cette vision, même si elle est archaïque, elle est réductrice, si on veut, concernant la performance. Parce qu'il faut avoir une vision de la performance. Comment qu'on peut arriver au plus haut niveau. Et au plus haut niveau, donc tout ça, c'est des déchets. On est loin des Tunisiens aujourd'hui? Non, on n'est pas... Parce que pourquoi j'apprends la Tunisie?
on peut se poser la question. Aujourd'hui, c'est la référence sur le continent. Non, mais sur le plan d'une équipe, on n'est pas très loin. Mais maintenant, sur le plan du vivier. Sur le plan du vivier, moi je reviens au vivier. On est très loin parce que là, ils ont continué à parce travailler. que sur un match, on peut faire une performance. Non, en dehors du fait que ce soit un match. Maintenant, notre équipe nationale, quand même, elle renferme des potentialités. Moi, je parle du vivier. Restons sur le vivier. C'est ce qui m'intéresse. Sur le plan du vivier, bien sûr qu'il a une très grande différence. Nous, au niveau des jeunes, si maintenant on va essayer de comparer les performances de l'équipe nationale, U19, U17, U21, etc., vous allez voir qu'à plusieurs reprises, sur le plan africain, c'est les Tunisiens ou c'est les Égyptiens qui sont à chaque fois champions. Et on est au minimum 4e. Et sur le plan mondial, sinon le dernier championnat du monde qui s'est déroulé dans l'ex-Yougoslavie, on était 24e sur 24. Alors que les Égyptiens et les Tunisiens, ils jouaient le carré. Ils jouaient les demi-finales. Donc le dernier truc en Égypte, les Égyptiens, ils sont finalistes, les Tunisiens, ils sont 3e. Et nous, on est 16e, 18e. Donc il y a un fossé, il y a un grand fossé entre nous et les Tunisiens. C'est pour ça que quand j'ai parlé en ce qui concerne l'équipe A actuellement, oui, avec du travail, avec une très bonne planification et préparation, je pense qu'on peut être à la hauteur des Tunisiens. Mais maintenant, si on compare sur le plan du vivier que nous avons, nous, il n'existe pas. Monsieur le directeur technique national, même s'il y a un résultat, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, quand vous le dites comme ça. Oui, bien sûr que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut tout remettre en marche. Quand j'ai parlé de la normalisation du fonctionnement des différentes structures de la fédération, c'est dans ce sens. Si tu n'as pas une direction de la formation, une direction des jeunes talents, une direction des équipes nationales. Donc, le directeur technique, lui, il s'occupe de la conception. Donc, cette conception, et puis, c'est une réflexion, si on veut, c'est un chantier qui est ouvert, c'est une réflexion qui est dans le temps et qui est approfondie. Parce qu'à partir de là, quand on va mettre en place tout ce qui doit se faire comme on le faisait dans le temps, donc il va y avoir en quelque sorte une évaluation. Et à partir de là, on va faire les régulations nécessaires. Donc tout ça, c'est le travail du directeur technique national. Tout ça, vous avez un calendrier, vous l'avez dit, pour mettre en place tout ça, ça prend du temps, c'est pas demain. J'ai dit que ça prend du temps, mais on va essayer de projeter jusqu'à 2016. Je pense que depuis Belle Lurette, on n'a pas fait ça. Donc si on va se projeter sur 2016, à partir de là, on peut au moins avoir un pronostic fiable concernant les performances de nos différentes équipes. On arrive à la fin de l'émission, Saïd Lasset, c'est les travaux d'Hercule qui vous attendent. Justement, vous avez beaucoup de travail, c'est vrai, mais l'actuel bureau fédéral et l'actuelle fédération, ils n'ont rien trouvé, puisque tout a été mis à plat, et le handball national repart, on peut le dire, sur des acquis, mais pour reconstruire, rebâtir, alors qu'on aurait dû se situer au niveau de la Tunisie. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, les faits, la réalité est là, il faut avancer. Merci d'avoir répondu à l'invitation. On espère que dimanche, on aura la coupe ici, Inch'Allah. Mais si l'équipe ne termine pas à la première place, c'est pas grave, parce que vraiment, même d'aller en finale, c'est très bien déjà pour le handball national. Saïd Lasset, on se retrouve demain. Et quant à vous, on vous dit au revoir et à demain, même heure, 19h.